Alors Martin, j'ai envie de dire, on ne vous présente pas, mais on va quand même vous présenter pour les plus jeunes, ou ceux qui seraient nés à la radio. Ceux qui seraient nés à la radio, pour les jeunes auditeurs, c'est des gens quelquefois très âgés, mais qui découvrent la radio, Martin. Vous êtes un grand journaliste, vous avez travaillé au Quotidien de Paris pendant des années, vous avez après pris la direction de National Hebdo, et vous écrivez maintenant des livres, le dernier en date étant l'antichristianisme du judaïsme. L'antichristianisme juif. L'antichristianisme juif. Vous publiez donc aujourd'hui À poil Zemmour, aux éditions DIE, qui est un livre pas du tout agressif. Je rassure les auditeurs qui auraient une passion folle pour Zemmour. Pas de crime, de lèse Zemmour. Zemmour a été votre ami, l'est toujours. Et vous écrivez d'ailleurs... bien. Vous lui envoyez des lettres, et donc vous lui écrivez même si tu m'agaces quelquefois, je serai toujours avec toi contre les antiracistes. Oui, absolument. Alors, j'ai envie de vous présenter, il y a une très bonne phrase que vous dites dans votre livre, c'est « Si on n'a pas un tempérament d'esclave, on conteste ». Ça vous résume assez bien, je trouve, Martin. J'espère ne pas avoir un tempérament d'esclave, mais il faut dire, pourtant je suis assez porté au compromis, mais la situation depuis 35 ans ne permet pas de compromis, puisque nous sommes vraiment dans une rupture de civilisation avec des gens qui vous agressent sans cesse. Alors, il n'y a pas de solution, ou bien on se soumet, ou bien on ne se soumet pas. Voilà. Et des gens divers et variés. Très divers et variés. Parce que nous ne sommes pas dans la catégorie qui considérons que seuls les musulmans sont... pas du tout. Justement, l'actualité des 2 derniers jours est terrible. Bon, il est inadmissible et il est triste pour leurs familles et pour eux-mêmes que 12 personnes se soient fait massacrer hier. Je crois bien 2 policiers ce matin. 2 policiers, je dirais un peu comme Raymond Barre, 4 policiers innocents plus les véritables cibles. Et les véritables cibles, ce sont vraiment pas mes amis, et je crois qu'ils ont fait beaucoup de mal à la presse, à l'information et à la France. Oui, disons tout de suite que je suis allé m'instruire, parce que j'avoue que Charlie Hebdo n'est pas ma prose habituelle. Ils ont fait une pétition pour interdire le Front National. 173 000 signatures ont été recueillies par eux. Alors, comme parangon de la liberté, oui. Ça se pose là. Alors, absolument, mais surtout, ils ont participé dans leur conformisme 68 heures à 40 ans de décadence française. Cela dit, le fait qu'ils soient abattus comme de cette manière est horrible, et on ne peut que le regretter et condamner fermement. Mais ce que vous venez de dire est clair. Il ne s'agit pas, dans cette affaire, d'une question de liberté d'expression. Il s'agit d'une affaire de guerre. Bon, la liberté d'expression, d'ailleurs... Vous venez de me dire, on m'annonce que Notre-Dame va sonner le glas demain. Eh bien, elle ferait mieux de sonner le tocsin, parce qu'il faut sonner le tocsin. Nous sommes en début d'une guerre que nous avons d'ailleurs nous-mêmes allumée et voulue. Nous avons porté la guerre en Libye, nous avons porté la guerre en Irak, nous avons porté la guerre pour suivre, ou pour des intérêts particuliers d'un côté, et pour suivre les Américains. Par soumission, nous avons porté la guerre dans les pays arabes et musulmans qui ne nous avaient rien fait, il faut bien le dire. L'Irak de Saddam Hussein était quand même un des pôles de progrès d'abord, de prospérité ensuite, et de relative paix sociale du Moyen-Orient, notamment pour les chrétiens. Qui est éliminé de tous ces pays? Les chrétiens. Bien entendu, dans le cadre de la politique globale des États-Unis. Alors, cela dit, il ne faut pas s'étonner que les gens que nous avons attaqués nous contre-attaquent. Je ne veux pas dire pour cela que j'admets et que j'approuve leur méthode de contre-attaque. Mais nous avons déclaré la guerre. Il faut donc penser que nous sommes en guerre et pas que nous sommes en train de prendre le thé. Et je crois que c'est là l'erreur des gens comment ça s'appelle, pas national, de Charlie Hebdo. Ils avaient l'habitude de se moquer de tout le monde de la façon la plus
la plus sordide. La plus sordide. J'ai vu hier les caricatures. Vous avez tout le monde a vu la caricature de Sa Sainteté Benoît XVI en train de sodomiser un petit garçon. Bon, ça c'était drôle. Et il y a la caricature que j'ai vue hier qui est épouvantable. C'est un musulman en train de faire la prière avec une étoile juive dans le derrière. Voilà. Donc tout ça c'était fort drôle. Est-ce qu'il y a un droit au blasphème ou est-ce qu'il n'y a pas plutôt un devoir de respect? Non, justement, le droit au blasphème m'a toujours fait sourire parce qu'il est toujours très facile de blasphémer contre la religion de l'autre. Oui. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de blasphème en Occident. Il y avait un livre qui s'appelait justement le droit au blasphème d'un plumitif du Nouveau Observateur. Mais la question, c'est qu'on blasphème toujours la religion de l'autre. C'est-à-dire que c'est très facile. Et c'est ce que le président Ahmadinejad avait dit. C'est très simple. Moi, je veux bien que vous blasphémiez notre religion, mais moi, je voudrais qu'on blasphème la vôtre. Voilà, c'est pas compliqué. Et là, bon, ça c'est une question, mais j'étais en train de dire qu'on est en moment de guerre. Donc ces braves gens croyaient pouvoir blasphémer assez facilement, parce que je ne vois pas Benoît XVI sortir sa Kalachnikov et aller faire un carton à... Non, aucun catholique ne fait ça. Donc c'était facile. Mais là, ils se sont trompés de moments historiques, ils se sont trompés d'adversaires. Les islamistes, eux, ne plaisantent pas. Non. Voilà, et ce sont des guerriers. Ce ne sont pas des chrétiens. Ce ne sont pas des mots. Et ce ne sont pas parfois même des chrétiens un peu ramollis, en plus. Ils ne tentent pas la joue. Ils ne tentent pas. Oh là là. Non, gauche, voilà, Mais pour rester sur cette notion de blasphème, moi, je trouve que c'est vraiment une violence. C'est vraiment une violence faite à l'âme. Moi, je suis scandalisé par le blasphème et je suis pour quand il y a eu cette histoire parce que tout est parti, il faut se faire un peu l'historique, d'un périodique danois qui a fait une série de caricatures de Mahomet que j'ai regardées. Pour moi, elles ne sont ni drôles, ni non plus terrible. Je suis pas musulman, mais je comprends. Alors donc, je voyais pas tellement l'insulte mais il faut croire que des musulmans la voient. Donc c'est ça qui compte. Moi, je m'en fiche. Hein. Donc je trouve ça totalement inutile et blessant, et sottement blessant de faire ce genre de choses. Et que le journal danois ait cru drôle de le faire. Ok, d'accord. Mais que ce soit volontairement repris comme une espèce de défi par Charlie Hebdo, c'est une attaque gratuite. C'est vraiment aller déposer une merde sur le tapis du voisin. Voilà. Ouais. Et je dis ça d'autant plus tranquillement que je condamne l'islam. Je suis anti-mahométan. Je ne trouve pas du tout que l'islam soit une religion que je puisse admettre. Je ne pense pas non plus que l'islam puisse s'intégrer en France. Vous comprenez bien. Bien sûr. Je crois qu'il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de moins d'ambiguïté. Oui, mais il faut toujours dire les choses pour que les choses soient claires. Mais à propos justement de ce blasphème et de ce droit au blasphème qu'il réclame, moi je suis frappée de voir ce mépris total de l'autre. Ce sont des gens qui n'arrêtent pas de dire « il faut respecter l'autre, il faut respecter l'autre, il faut respecter l'autre ». Mais très curieusement, il y a autre et autre. Il y a des gens qu'on ne doit pas respecter, les gens du Front National, les musulmans, et puis alors il y a les autres. Madame Taubira, là il faut la respecter. Il n'y a pas question de blasphémer sur la personne de Madame Taubira. Je voudrais faire un rapide retour en arrière. Ces gens de gauche, parce que c'est quand même la gauche qui s'est réunie, place de la République, c'est les gens de gauche, G-O, accent circonflexe. Ces gens de gauche qui gueulent contre la colonisation, les colons ont été absolument monstrueux, odieux, ils ont fait suer le Buenos, c'est tout. Les colons n'ont jamais agressé aucun musulman des pays dans lesquels ils vivaient, comme les gens de Charlie Hebdo l'ont fait. Qu'est-ce que vous en pensez ? Les colons respectaient. Moi, j'ai fait de la coopération en Afrique, j'ai été invité à des fêtes à l'Aïe Kébir et tout. Je n'imagine... Personne, aucun blanc n'aurait eu l'imbécilité de mépriser comme ça et d'agresser l'âme d'un musulman.
Et vous savez ce que disait Orwell, il y a des gens qui sont un peu plus égaux que les autres. Eh bien, il y a des autres qui sont un peu plus autres que les autres, tout simplement. Voilà. Et certaines catégories sont réputées absolument mauvaises ou absolument... alors que tout est permis aux autres. C'est-à-dire pour ça que quand on parle de liberté d'expression dans cette question-là, c'est tout à fait ridicule, parce que comme vous l'avez fort bien rappelé, les gens de Charlie Hebdo étaient contre toute la liberté d'expression, puisqu'ils voulaient l'interdiction du Front National, et que mais sur beaucoup d'autres points, ils se sont montrés tout le temps, je dirais, d'un conformisme total, le conformisme 68A, qui sous des dehors un peu ramollis et rigolards et souriants, en fait, c'est un stalinisme mou. Voilà, on exclut les gens. Le beauf, par exemple, de Cabu, c'était toute une partie de la population, la populace, le populisme, ça c'est mal. C'est non seulement c'est mal, mais c'est sale, c'est moisi. C'est bête. C'est moisi, disait l'autre. Oui. Voilà, c'est vraiment pénible. Alors, je dis, on pourrait ajouter sur la question de la liberté d'expression qu'il n'y a pas de liberté d'expression. Non, mais Radio Courtoisie, c'est quelque chose. Ça n'existe pas. Ça fait des années qu'on essaye d'émettre sur Marseille, Bordeaux et Toulouse. On peut toujours compter. Mais bien sûr, où est la liberté d'expression ? Elle n'existe nulle part. Les lois mémorielles, on a le droit de chercher ? J'allais vous dire que même si je disais certaines choses sur cette antenne, vous ne seriez pas contente. Non, et mon ami Henri de Lesquen me ferait les gros yeux. Nous n'avons pas le droit. Voilà, il y a des lois. Il y a des lois. Mais regardez pour ce malheureux Zemmour, quand même, il faut en parler. J'en parle un tout petit peu là, mais on va lui en parler. On ira. Mais il était prévu pour aller à Bruxelles dans une librairie qui s'appelle Filigrane, très très comme il faut, très. Eh bien, sa conférence a été annulée parce que pourquoi par crainte de troubles à l'ordre public. Elle a été annulée à Deauville. Il devait faire. Pourtant là-bas, il risque pas. J'arrive en Normandie pour honorer la tombe de mes parents et je tombe sur Cohn-Bendit, héros du Salon du Livre de Trouville, et 2 sur une conférence de Zemmour à Deauville. Voilà. Et a bien eu lieu le Salon du Livre, mais Zemmour a été interdit de conférence à Deauville, justement pour crainte. Mais c'est très simple, Anne. Pourquoi la liberté d'expression n'est qu'un slogan ? C'était un slogan, en fait, en 1830, des Trois Glorieuses, pour la liberté de la presse a été invoquée pour virer journaliste. Mais dès qu'on a le pouvoir, on ne veut pas de liberté d'expression. C'est clair. C'est une question de pouvoir. Les gens qui sont au pouvoir veulent le garder. Donc ils veulent pas qu'on dise qu'ils font des choses mal ou qui racontent des cracks. C'est tout simple. Ça tombe sous le sang dans les régimes totalitaires, mais c'est également le cas aujourd'hui dans nos régimes. Il y a des tas de choses qui sont absolument interdites de dire, d'autres qui sont assez interdites de dire. Si vous parlez vraiment dans les grands médias, maintenant ça commence à changer un peu, mais il y a 5 ans, parler vraiment des questions d'environnement dans les grands médias, c'est totalement impossible. Ouais. Et bien sûr, le sujet de l'immigration. Les statistiques ethniques dans les prisons sont interdites. Il n'y a seulement dans les prisons. Il n'y a qu'un seul motif, il n'y a qu'un seul motto, c'est la phrase d'Attali, l'immigration est une chance pour la France. C'est celle-là, elle était de Stasi. De Stasi. Bernard Stasi, dans le temps. Il a repris Stasi. C'est un précurseur. Oui, mais Attali recopie tout le monde, alors il a recopié Stasi comme les autres. C'est vrai, j'ai oublié. Et comme disait, et comme me dit Camille Gallic, la critique de la police. La critique de la police et ils ont critiqué la police qui les défendait et qui a été tuée pour les défendre. Ouais. Donc c'est assez sinistre. Mais on a fait le tour Je voudrais vous raconter une anecdote. Oui. C'est ce que je voulais raconter quand même, pour bien montrer que la liberté d'expression dans notre beau pays de France est une plaisanterie absolue. J'ai cité un jour un procès, je ne dirais pas lequel, et le greffier, au moment où il le faut, commence à lire l'acte d'accusation. À ce moment-là, je vois le procureur de la République et le président qui se jettent un coup d'œil. Le président suspend la séance et va téléphoner
à la chancellerie pour savoir si on peut lire la datisation. Oui, mais c'est pas. On arrive à. Et voilà. Ça serait Courteline si ça n'était pas si triste. Ça n'était pas si triste. Dernière réflexion. Ce qui est effrayant, c'est que ces gens qui ont voulu toujours plus d'immigration, toujours plus d'accueil de l'autre, sont flingués par ceux dont ils ont appelé la venue. C'est un petit côté... On est flingué toujours, mais ça c'est classique, par là où on a péché. Non, c'est-à-dire vraiment... intellectuellement, il faut briser tout ce qu'on entend, l'espèce d'hagiographie qu'on entend. Et puis, il faut quand même, effectivement, s'attrister pour eux-mêmes, pour leurs proches et pour les malheureux policiers. Et après le moment de tristesse, il faut se dire que nous avons bêtement provoqué la guerre avec ce qu'on appelle l'islamisme, mais qu'il faut maintenant la mener, parce que ils vont pas s'arrêter là. Non, maintenant, c'est chez nous, et on a laissé venir 10 millions d'étrangers. Dans ces 10 millions, il y a du bon, il y a du moins bon. Et là, on est en position de faiblesse. Ouais, absolument. Et ils n'auront pas le choix. Les bons n'auront pas le choix. Absolument. De même que pendant la guerre d'Algérie, les bons musulmans étaient égorgés quand ils ne voulaient pas financer le FLN. Par exemple. Ça sera la même chose. Il faut lire l'histoire, il faut connaître l'histoire, et elle porte connaissance. Il faut rappeler tout simplement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que la majorité des morts de la guerre d'Algérie, ce sont des musulmans tués par le FLN. Voilà. J'aimerais terminer sur cette phrase de Cazeneuve qui m'a absolument sidérée. Le ministre, Cazeneuve, évoquer les racines chrétiennes de la France, c'est faire une relecture historique frelatée qui a rendu la France peu à peu nauséeuse. Oui, ils sont tout à fait dans leur truc. Effrayant. Ça a commencé avec Fabius, je vous le signale, et Cazeneuve, on voit bien qui est ce bon monsieur Cazeneuve. Alors que tout ça est un manque de christianisme. Si la France était restée chrétienne, on n'en serait pas là. Mais d'ailleurs, on peut avoir une autre opinion sur cette question, c'est une question morale. Mais il y a des questions de fait. Les racines chrétiennes de la France sont évidentes. La franc-maçonnerie est en train de nier ce fait pour s'installer, pour prendre la toute-puissance, la maîtrise de la France. Ils n'ont pas le contrôle, parce que je ne supporte pas qu'on dise prendre le contrôle. C'est un anglicisme épouvantable. Et le cochon est là. Le cochon est là, mais voilà. Alors, venons-en à votre livre, Martin Pelletier, mais les auditeurs auront pu juger quelle était la profondeur de votre pensée et sa justesse. Dans ce livre sur Zemmour, ce Zemmour, le suicide français, c'est un catalogue de toutes les capitulations en réalité des gouvernements français depuis 50 ans. Alors, c'est en particulier un catalogue parce que il parle beaucoup d'autres choses, de chansons, et là les gouvernements n'y pas pour grand chose. Non, il s'appuie sur des faits. Vous avez raison. Oui. Mais les esprits, une capitulation du gouvernement et des esprits. Et des esprits et de tout, et dont il voit des signes dans tel et tel fait. Alors ça c'est très bien. Ce qu'on peut lui reprocher, je lui reproche personnellement beaucoup de choses, c'est d'avoir oublié certains faits et d'avoir un peu magnifié, surévaluer certains autres faits. Mais plus globalement, ce qui est bien, c'est qu'il en ait parlé, et qu'il en ait parlé de là où il est. C'est-à-dire que tout ce qu'il a dit a été dit, à mon sens, mieux depuis 30 ans par Brignot, Madiran, moi-même et quelques autres. Oui, c'est pas une nouveauté pour vous. C'est pas une nouveauté. Ni pour nous, c'est exact. Voilà. En revanche, ce qui est bien, c'est Par contre, nous, on n'avait pas le droit de le dire. Voilà, exactement. Lui, Zemmour... On avait le droit, mais on était, comme je l'écris, on était des filets de voix qui criaient dans des déserts de poche. Oui. Tandis que lui, il l'a dit, ce qui compte, c'est l'endroit où on parle, et il l'a dit urbi et orbi, de façon que 250 000, je crois, personnes ont acheté le livre. Donc ça a un poids de communication qui est énorme. Ça, c'est très bien. Et il faut s'en réjouir, il faut le féliciter, ce que je fais d'ailleurs dans mon livre. Alors, et cela dit, il faut, quand on apprécie, quand on estime, quand on évalue un ouvrage, eh bien, il faut dire que c'est ce qu'il a de bien, puis il faut aussi savoir ses limites. Et pour moi, je me place du point de vue
de nous-mêmes. Et je pense qu'il y a des manques, des erreurs même. Alors, il fait commencer la décadence en 68. Alors voilà, c'est un peu tard. Il y a trois choses. Il parle parle de suicide français. Oui. Donc, ça veut dire qu'il parle des Français, ou de la France, et qu'il parle d'une mort. Et puis, il s'agit de savoir quand cette mort s'est passée ou a commencé à être mise en œuvre, et puis savoir qui l'a fait. Alors, je passe en revue. On parlera tout à l'heure des Français, mais là, vous pouvez poser la question de quand. Et effectivement, quand 68 arrive, les choses sont déjà bien cuites. Et c'est pas seulement une erreur de date, c'est une erreur de date qui renvoie à une erreur de pensée. C'est-à-dire qu'il exclut des responsables de la décadence française des tas de gens, dont le général de Gaulle, qui pour lui est la fleur des pois, un dieu, dont Napoléon, dont la Troisième République et Georges Clemenceau. Donc, il fait une erreur d'analyse, parce que, il est clair, aussi bien on constate que en 68, les méfaits des années 60 et de l'après-guerre ont déjà été commis. Bien sûr, l'inféodation de l'Europe à l'Amérique est déjà acquise, la fin de nos colonies est déjà acquise. La venue des émigrés, appelés par les industriels. Pas encore. Mais le Vatican II est déjà acquis, comment ça s'appelle, la loi Neuwirth sur la pilule, tout ça, est déjà acquis. Donc, les prodromes de ce qui est venu par la suite sont posés. Voilà. Alors, et Éric Zemmour refuse de le voir parce que il a cette espèce d'engouement pour ce qu'il appelle le gaulo-bonapartisme, c'est-à-dire un certain emballement cocardier français, sans voir que ce que la République et l'Empire ont fait, c'est une destruction systématique de l'ancienne France. Ouais. C'est-à-dire qu'il est républicain. Il est républicain. Les valeurs de la République. Il chante la même chanson que les autres. Exactement. En fait. Qu'est-ce que c'est que la République? La République, c'est la troisième qui a rendu en acte la puissance de la Révolution française. La Troisième République, c'est quand même une République qui est avant tout antichrétienne, anticatholique. Ouais. De 1880 à 1914, ce n'est qu'une guerre civile anticatholique. Oui, mais ça, Zemmour s'en fout. Il n'est pas catholique pratiquant, il n'est pas juif pratiquant, mais il a dit qu'il retournait à la synagogue pour ses enfants. Donc pour lui, c'est la religion juive qui importe. D'ailleurs, quand il parle de la France et de l'Europe, de la grandeur de l'Europe, jamais le christianisme n'est cité. C'est quand même... Dans son tableau, c'est quand même un petit manque. Mais c'est un grand manque. Il avalise la position de la Troisième République. Ouais. Voilà, c'est clair. Il va être décoré par la République. Absolument. Ce n'est pas un anti-catholique rabique comme Cazeneuve, comme Payon. Bien entendu, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire qu'il y a dans son analyse une erreur de fond. Voilà. Et je ne dis pas. Qu'il ne peut pas voir. Il ne fait pas non plus commencer comme certains autres. La France, en 1789, il n'est pas assez con pour ça, il n'est pas bête. Mais il y a toute une partie de l'analyse qui lui manque. Donc voilà, la décadence française ne commence pas en 1968 du tout. C'est pas le problème, c'est mal posé. Bon, maintenant, il y a d'autres erreurs dans son livre, et notamment, qu'est-ce que c'est que la France? Et justement, c'est lié, son analyse de l'identité française, eh bien, il confond la République avec la France. Or, la France, c'est autre chose. On peut très bien être... Le divorce, d'ailleurs, devient de plus en plus grand. Je ne sais pas si vous avez pas l'impression, mais elle n'en peut plus, la France, de son mariage avec la République. Elle n'en peut plus. Mais d'abord, ça a commencé par un viol. Ce qui n'est jamais à mon début. Mais je sais pas, il y avait certainement. Enfin, moi personnellement, voilà, ça a commencé par un viol, et puis ensuite ça a continué par des tas de tatillonneries, je vais pas continuer parce que je serais grossière, mais ça continue. Il ne faut pas. Mais franchement, voilà. Donc la France est en train. Elle sévit les pires sévices. Voilà. Elle subit les pires sévices. Et actuellement, effectivement, je pense que ce qu'on appelle le populisme, dont profite Zemmour.
pourquoi son livre a eu tant de succès? Parce qu'il rencontre un certain sentiment populaire très fort. Il est un peu comme Jean-Marie Le Pen en 1983-84. Il dit des choses, parce qu'il y a comme énormément de bonnes choses dans ce livre, il dit des choses qui sont évidentes, mais qu'on n'a pas le droit de dire. Exactement comme Le Pen à l'heure de vérité de Virieu. Les gens étaient contents d'entendre ça parce que on leur disait vous êtes fous, vous êtes bêtes. Et Le Pen, avec sa simplicité d'enfant de cœur breton, a dit les choses haut et fort, et bien d'ailleurs. Voilà. Alors Zemmour, c'est moins bien dit que Le Pen. Moi, j'avais un faible pour Jean-Marie Le Pen. Je trouve qu'il a un vrai style. C'est un orateur. C'est un orateur. Mais Zemmour, c'est pas toujours mal. Mais c'est ça le succès. Il remplit un vide. On veut faire croire à la France qu'elle est morte, qu'elle n'existe plus. Il est touchant par sa tristesse de voir la France péricliter. Voilà. C'est dans ça qu'il aime la France. Et là, il est touchant. Il est touchant. On voit bien qu'en fait, c'est un berbère judaïsé d'Algérie qui était content de la France, du bilan de la France en Algérie, qui était bien là-bas. Enfin, lui, il n'est pas né là-bas, mais ses parents étaient bien là-bas. Ils ont bien vu le tout ce que la France a su faire en Algérie, et il pense que c'est la République qui a fait ça. Donc, pour lui, la France, c'est la République. Voilà, c'est tout. C'est pas compliqué. Alors, dans les valeurs de la République, il y a l'anti-pétiniste, la condamnation de Vichy, et là, Zemmour aussi s'inscrit en faux, et il est infiniment plus nuancé. Alors, voilà, il est honnête, Éric Zemmour. Il a toujours été honnête. Il constate simplement que en France, contrairement à ce qui s'est passé dans les pays de l'Est, ce qui s'est passé en Belgique, en Hollande, par exemple, eh bien, une grande partie de la population des Juifs qui habitaient la France en 1940 est restée en France au lieu d'être déportée. Bon. Et il se demande pourquoi. Alors, la réponse classique, aujourd'hui classique, c'est de dire parce que il y a ce sont des institutions privées, des privés qui ont... Les justes. qui ont... Oui, enfin, la police allemande... était très respectueuse des justes, bien entendu. Mais ailleurs, les justes n'ont pas fait aussi bien qu'en France. Voilà. Alors, la réalité... Il faut dire qu'ailleurs, il y avait moins de catholiques. Hein. Dans le Nord, il y avait moins de catholiques. Oui, mais même les protestants ne sont pas si méchants que ça. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, la réalité, c'est simplement que l'État français a exercé... Parce qu'il était assez... Quand on connaît des gens comme Bousquet ou Darquet de Pellepoix ou gens comme ça, ou Xavier Vallat, ou en général les responsables politiques français et administratifs, ils n'aimaient pas trop du tout qu'on mélange les choses. C'est-à-dire que les Allemands que l'armée allemande en plus, viennent empiéter sur leur plate-bande de civils français. Et Laval a tout fait pour négocier, tout fait. Et puis... Donnant toujours. Puis il y a un autre acteur. Et sa cravate blanche. Et qu'est-ce qu'il disait? C'était un officier, je crois que c'est un officier général allemand, qui disait, avec Darlan, il est... Avec Laval. Non, avec Darlan. Avec Darlan, avec Darlan, les paroles sont très vives. Et quand je demande un œuf, j'ai un poulet. Avec Laval est tout le temps très gentil et je me retrouve avec même pas un œuf. C'était un négociateur, c'était un margoulin, quoi. Voilà, et c'est comme ça. Non, mais cette anecdote explique pourquoi Laval et Pétain ont réussi, en fait, à garder la grande majorité, l'immense majorité des Juifs français, mais même également une bonne partie des Juifs apatrides. Il ne faut pas croire que tous les Juifs apatrides qui se trouvaient sur le territoire français ont été déportés en Allemagne. C'est totalement faux. Il y en a au moins 40% qui sont restés en France. C'est dire simplement que c'est l'État français qui a empêché la déportation. Voilà, c'est tout. Et c'est ce que Éric Zemmour a noté avec d'autres. Robert Aron l'avait très bien dit, le rabbin Michel le dit très bien. Et c'est le moment de parler d'un grand ami de la radio, le général Le Grognac. Oui, le général... Vous rendez hommage au général
Vous flinguez en plein vol Paxton, mais Paxton volait bas, c'était facile. C'est pas trop. Paxton, c'était cet historien américain qui venait faire la leçon en français. Ce tout petit historien, dont je rappelle que la notice Wikipédia d'expression anglaise fait quelques lignes, parce qu'il n'est pas pris au sérieux ailleurs qu'à Paris, Paxton. Voilà. Et quand on lit ses livres, notamment celui sur l'épuration, alors il fait tout un livre pour... très, très pointilleux, avec le nombre d'épurés, de condamnés, de fusillés, d'indignité nationale et tout. Et on est quand même effaré du nombre, du chiffre et des horreurs. Et la dernière phrase du bouquin, c'est « Finalement, ça n'a pas été si terrible ». Et là, on a vraiment des envies d'étrangler le gars. Ce que j'ai pu faire, puisque je l'ai rencontré dans un cocktail, où je n'allais jamais. Je l'ai rencontré, je lui ai dit, mais mêlez-vous de ce qui vous regarde et retournez chez vous. Ah ben vous avez bien fait, vous avez tout à fait bien fait. Un grand moment de bonheur. Mais vous célébrez le Grognac qui, pour les nouveaux auditeurs, a énormément travaillé pour rétablir la vérité. Voulez-vous rappeler qui était le général Le Grognac ? Le général Le Grognac était un aviateur qui a combattu pendant la guerre et qui a eu à la fois les sections anglaises et françaises les plus hautes, et qui a été cité 6 fois à l'ordre de l'armée pour des combats contre la Luftwaffe, qui a commandé une escadrille de Spitfire. C'est pour dire que c'est pas un nazi renforcé, et qui a tout de même été plus tard, d'abord chef de la défense aérienne française, et ensuite qui a fini comme président de l'association pour la mémoire de la défense la défense de la mémoire du maréchal Pétain. Et donc il a fait une série de livres une dizaine, qui supposent, qui ont demandé de grosses recherches d'archives et de toutes sortes d'archives, et qui sont les archives politiques, des archives diplomatiques et militaires, oui. C'est donc des livres de grande valeur. Alors, certains peuvent critiquer ces présupposés, notamment sur la question de la Shoah ou d'autres, mais en revanche, ces travaux proprement dit, sont des travaux qui sont très très bons, à la différence de ceux de Paxton, par exemple. Ils sont édités aux nouvelles éditions latines. Et le général Le Grognac était un grand ami de cette émission. Il y a deux auditrices réagissent. Merci de nous dire la vérité sur Zemmour. Et il nous cite Wurmeling, nous avons assez couché avec cette République. Je trouve que c'est une belle idée. Et une auditrice, Zemmour n'a jamais nié les racines chrétiennes de la France. Non, madame, il ne les nie pas parce que c'est un homme intelligent. Mais je vous rappelle, j'ai lu cet article sur l'origine de la supériorité de l'Europe, dans lequel il n'y avait que des indications, découvertes scientifiques et puissance commerciale. L'Europe est autre chose que... Voilà. Alors, il faut vraiment que l'auditeur, cette auditrice en particulier, comprenne bien ce que je suis en train de dire, la portée du livre. Il ne s'agit pas de massacrer Zemmour, parce que quand je veux massacrer quelqu'un, je ne m'y prends pas comme ça. Au contraire, c'est une question, dans la polémique dont il est aujourd'hui plutôt la victime, il s'agit plutôt de l'aider et notamment de reconnaître ce qu'il fait de bien. Et quand je disais tout à l'heure qu'il a compris que la France n'avait pas commencé en 1789, on reconnaît tout ce qu'il y a de bien. Mais il faut voir aussi ses limites, parce que vis-à-vis de l'adversaire, il faut le défendre. Mais vis-à-vis de nous-mêmes et des gens qui nous écoutent, qui nous lisent, il faut faire un constat correct. C'est-à-dire que Zemmour peut servir d'allié, il ne peut pas servir d'analyste sérieux de la situation. Et quand on parle justement de 40 années, et il ne sait pas comment faire, à quel moment on fait commencer ces 40 années. Le suicide français, 40 années Moi, je pense au contraire. Ce n'est pas un suicide. D'abord, c'est pas un suicide. Ça, j'y viens, mais surtout que ça a commencé bien avant, par exemple, ce qu'on a appelé les 30 glorieuses. On avait fait des tas d'articles pour montrer que c'était 30 honteuses. C'était le plat de lentilles avec lequel les Américains ont acheté notre droit d'aînesse. Nous avons viré aux fraises notre empire, nous avons sabordé notre puissance militaire, nous avons sabordé notre puissance diplomatique. La France dans l'Europe n'est plus rien de ce qu'elle a été. Quelle est votre réaction ? La vente d'Alstom à General Electric
Alstom qui fabriquait tous les moteurs des centrales nucléaires et les moteurs des sous-marins nucléaires. Donc, c'est les Américains qui vont maintenant décider de notre absolument, on est maintenant dans la main de l'ennemi, parce que, comme le disait Mitterrand, il n'a pas dit que des sottises, nous sommes en guerre contre les États-Unis, guerre économique. Nous sommes mis dans la main de l'ennemi. D'ailleurs, quand on fait quand on fait la politique des États-Unis, on finit par s'imbriquer tellement avec eux que le traité transatlantique est clair aussi. Nous allons faire maintenant un ensemble avec les États-Unis, et il y a d'ailleurs des clauses dans les accords quand une entreprise est rachetée par une entreprise américaine. Maintenant, les services américains vont pouvoir c'est le droit américain qui prévaut. Voilà. Et s'il y a ensuite un litige, ils vont pouvoir demander l'ouverture de tous les dossiers. C'est-à-dire que maintenant, les secrets militaires français, merci. Voilà. On est dans un état de dimitude. Absolument. Voilà. Dimitude à l'égard de l'État islamique et dimitude à l'égard des Américains. Merci la République. Merci la République et merci. Voilà l'erreur d'Éric Zemmour. Alors voilà, cela dit, il a un bon tempérament de gentil français, c'est vrai. Contrairement à beaucoup de gens à Paris, lui, il a la fibre française, mais il n'a pas l'intelligence française. Voilà. Il n'a pas l'intelligence de ce qu'est vraiment la France. Alors, il se trompe un petit peu aussi sur la féminisation de la société. Je suis en train de lire un livre extraordinaire. Et je vais vous interviewer bientôt là-dessus. Un sujet qu'on a bien travaillé. Si la France vraiment était dans les mains des femmes, je pense que ça irait un petit peu mieux. J'ai lu donc Le premier sexe d'Éric Zemmour, qui traite de la question. Je suis en train de lire un livre de Anne Brassier qui s'appelle « Arrêtez de nous libérer ». Je préfère nettement le second. Non, je crois qu'il y a une espèce de besoin peut-être de se faire un peu remarquer dans Le premier sexe, et puis de confusion. Ce qui frappe la société française n'est pas agréable. Il appelle ça la féminisation, mais non. Les choses ne sont pas plus féminisées qu'elles ne sont masculinisées. Ce qui nous frappe, c'est l'indifférenciation. C'est-à-dire, il n'y a plus de frontières entre l'homme et la femme, il n'y a plus de frontières entre les orientations sexuelles, il n'y a plus de frontières entre les races, il n'y a plus de frontières entre les nations. Il n'y a plus de frontières, demain, il n'y aura plus de frontières, vous le savez, entre l'ONU travaille là-dessus, sur le droit du vivant, il n'y aura plus de frontières entre l'homme et l'animal. Et avec le transhumanisme, il n'y aura pas non plus de frontière entre l'homme et la machine. C'est le drame de notre société, c'est l'indifférenciation. Alors, quelquefois, ça donne une apparence de féminisation, mais c'est pas ça le problème. Comme vous le disiez très bien, si on avait des femmes qui prenaient certaines décisions, par exemple comme Jeanne d'Arc ou comme Lysistrata, on aurait beaucoup moins d'emmerdements qu'on en a aujourd'hui. On a des riens. Thatcher et l'allemande Merkel ne donnent pas une idée de faiblesse particulière. Alors, en revanche, nous avons simplement un navet là, à la tête de la République française. Un navet qui est très très nocif, parce qu'il y a des navets nocifs. Parce que justement, en ne faisant rien de bien, il ouvre les vannes au mal, ça c'est clair. Notre navet national. Alors, donnez-nous des raisons d'espérer. Nous sommes dans la première quinzaine de janvier. Alors, les raisons d'espérer, c'est que... En dehors de notre espérance chrétienne. Eh bien, justement, c'est la principale, parce que, je dirais, à vue humaine, c'est comme, si vous faites le bilan, il est assez lourd. Parce que, par exemple, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est l'état de nos prétendues élites. Je parle élite politique, élite financière et toutes les élites de l'éducation nationale. Enfin, tous ces gens qui devraient porter la France et la porter vers le haut, et vers le mieux, et vers le plus puissant. Eh bien, je trouve qu'ils sont tous complice de ce qui s'est passé. Vous voulez une dernière non, mais je voudrais d'abord vous dire une chose, c'est que, encore une fois, là où se gourre notre ami Éric, c'est qu'il appelait ça le suicide français. Non, il n'y a pas de suicide, il y a un meurtre, et il y a un meurtre avec préméditation. Ça s'appelle en français un assassinat. Un assassinat dont toutes nos élites sont
complice. Voilà, il y a pas. Les Français, ils n'ont pas demandé à ceci. Est-ce que vous avez demandé à ce que la France meure? Est-ce que j'ai demandé? Non. Est-ce que les types du zinc, au contraire, qui depuis 20 ans demandent plus de 20 ans, 40 ans, ont fait un triomphe à Jean-Marie, font un triomphe à Éric Zemmour, les gens qui en ont marre, la France qui se lève tôt, comme dirait Sarkozy, et qui en bien élevé, comme Gabriel Cluzel. Qui en a, mais ras la frange de voir ce qui se passe dans le métro, dans les rues. Enfin, en Méditerranée, vous savez ce qu'a vient de déclarer Juppé? Qu'est-ce qu'il a dit? Que Raspail s'était trompé, que le camp des Saints c'était une erreur, que ce roman était mauvais. Il est mal écrit. Quand même. Écoutez, lisez du Juppé, ça va vous montrer ce que c'est que le grand style français. Il y a un cargo. La Bruyère, c'est rien. Il y a un cargo. Lisez Juppé. Il y a un cargo toutes les semaines en Méditerranée qui arrive, et Monsieur Juppé se permet de dire que Raspail n'aurait pas dû écrire ce livre. Mais c'est casser le thermomètre, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est comme toujours avec ces gens-là, c'est le déni de la réalité. Le déni de la réalité. Le déni de la réalité. Vous dites un peu toutes les semaines, mais il y a une semaine là, autour de Noël, on a eu deux dans des conditions qui sont encore bien plus extrêmes que celles du camp des Saints, où les machines sont bloquées et le gouvernail, de façon que normalement il devait se passer une catastrophe pour que les médias en parlent. Là, on est au-delà du camp des Saints. On est dans la manipulation totale. Bien sûr. Et ce pauvre Juppé, c'était un méchant clown. Il a été catastrophique au gouvernement. Il a bloqué la France dans les grèves et il a provoqué comment ça s'appelait, le changement de gouvernement à travers les élections générales. Oui. Donc, mais c'est un homme du système. C'est un homme du système de communication. C'est l'homme qui est censé représenter la droite sérieuse. Ouais. Voilà. Et en même temps, dévider le programme et la mentalité de l'extrême gauche. Ouais. C'est un pion, je dirais, capital du système. JP, c'est... Voilà. Il y a des témoins capitaux et il y a des pions capitaux. Des pions capitaux. C'est d'ailleurs une tête de pion, en plus. Alors, je suis désolé pour certains pions qui sont des gens très bien, mais franchement, voilà, il faut quand même arrêter de c'est dommage, parce que c'était une très belle intelligence, une intelligence complètement dévoyée, mais c'était une belle intelligence. Finalement, il faudra se demander un jour ce que c'est que l'intelligence. Ah, c'est sûr. Moi, je la définis par une clairvoyance, une lucidité et une colonne vertébrale. Ah ben alors, la clairvoyance, la lucidité et la colonne vertébrale, c'est pas Juppé. Mais voilà, quand il n'y a pas de colonne vertébrale, il ne peut pas y avoir d'intelligence, ça c'est sûr. Et puis une raideur de nuque. Enfin, c'est pareil, ça va ensemble. Une raideur de nuque. En tout cas, vous avez vu, chers amis auditeurs, que ce livre était extrêmement brillant, très très bien écrit, parce que vous avez un don de plume qui est bien agréable et extrêmement tonique. Je voudrais dire surtout qu'il est très gentil, parce que Éric est un camarade que j'ai vu commencer au Quotidien de Paris, et on s'est dit des choses à l'époque. Moi, je voyais par exemple, j'ai eu, parce que voilà, la liberté d'expression. Quand j'ai décidé de concourir aux élections de 93, j'ai pris donc un congé sans solde. Quand je suis revenu au Quotidien, après avoir fait quand même 11%. Il y a une pétition contre moi pour que je sois sorti déjà à l'époque. Et Éric ne l'a pas signé. En revanche, quand il a commencé à être attaqué, je lui ai dit, ne t'inquiète pas, c'est moi qui te cacherai dans ma cave. Merci beaucoup, Martin Pelletier, pour ce très joli petit livre. À poil Zemmour, DIE, Diffusion Internationale Édition. Et chers auditeurs, à jeudi prochain. Au revoir, Martin Pelletier. Au revoir, Anne.